Donc là, en fait, je vais présenter globalement, d'accord, ce qu'il faut savoir sur les suites, d'accord. Donc c'est toujours pareil, c'est pas compliqué. On va se faire un petit résumé rapido, parler de ce qu'il faut retenir, vraiment en bref, un rappel de cours vite fait, et on va passer aux exercices d'application, d'accord. Donc en fait, une suite, donc je sais pas si tu as vu, hein, d'accord, mais grosso modo, donc quand tu parles d'une suite UN, donc ça veut dire en fait le terme de rang n, d'accord? Quand on dit UN, d'accord, ça veut dire le terme de rang n. Quand on veut nommer la suite, en fait, on dit UN comme ça et on dit n appartenant à n, c'est-à-dire on nomme la suite en elle-même, OK? Donc ici, quand on parle de UN, en fait, on va dire, ben, ça, c'est le terme de rang n. OK? N, c'est le rang, bien sûr. OK? Voilà. N, c'est le rang. Et donc, cette année, en fait, en première S, généralement, on voit deux modes de génération de suites. D'accord? Parce qu'en fait, des suites, il y en a plein. Mais il y en a deux, en fait, qui vont nous intéresser en particulier. Ce sont les suites qui sont définies de manière explicite et les suites définies de manière récurrente. D'accord? La différence entre les deux, elle est très simple. Une suite explicite va s'écrire du style UN égale, je sais pas moi, 2n plus 1 par exemple, d'accord? En fait, quand tu écris UN égale 2n plus 1, bah, tu peux calculer n'importe quel terme. Tu peux calculer le cinquième terme, le dixième terme, le vingtième terme, etc. Au passage, quand tu dis U0, c'est le premier terme. D'accord? Si tu démarres, tu dis que n appartient à n, donc il faut compter 0. Ok? Et donc le terme de rang 0, bah, c'est finalement le premier rang. Donc quand on va dire le 20e rang, le 20e terme, bah, ça sera U19. D'accord? Maintenant, si toi, tu dis, hop, attention, non, on commence avec des n appartenant à n étoiles. Ben, si on dit n étoiles, ça veut dire qu'il n'y a pas 0, et dans ce cas-là, ben, le premier terme sera U1. Ok? Bon, donc on revient sur nos modes de génération de suite. On a les suites définies de manière explicite, d'accord? Donc si je veux calculer U1000, alors tout ce qui va changer ici, bien sûr, d'accord? Hein, si j'avais Vn par exemple, qui est égal à n carré plus 3n moins 1, et bien, tout ce qui va changer là-dedans va changer dans chaque n de l'expression. D'accord? C'est pas compliqué. Et par conséquent, on peut calculer n'importe quel terme, d'accord? Celui que je veux. Maintenant, alors ça, ce sont les suites définies de manière explicite, ici. Ok? Maintenant, il y a les suites définies de manière récurrente, d'accord? C'est celles pour lesquelles, en fait, je vais définir un premier terme. Alors, je peux très bien définir U0, je peux en définir d'autres, d'accord? Donc, par exemple, je dis U0 égale 1, d'accord? Et je vais parler de UN plus 1, d'accord? Et dire que UN plus 1, par exemple, est égal à 2 fois UN plus 1, par exemple. Ok? Donc là, en fait, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai exprimé un premier terme, ok? Et je dis que le terme de rang n plus 1 vaut 2 fois le terme de rang n plus 1. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que chaque terme va être égal à 2 fois le précédent plus 1, tout simplement. Donc quand je parle de UN plus 1 par rapport à UN, c'est de manière générale, d'accord? Et qui est UN plus 1 par rapport à UN? Eh bien, bah, c'est le terme qui vient juste après, d'accord? Et UN est le terme qui précède UN plus 1. D'accord? Donc ici, la suite récurrente, c'est un petit peu différent parce que si j'ai pas le terme précédent, je ne peux pas calculer le terme qui vient juste après. D'accord? Pour calculer d'accord, la valeur d'un terme, il va falloir que j'obtienne le précédent absolument. D'accord? Donc ce sont deux manières, d'accord, de calculer les termes d'une suite. On aurait pu en voir un troisième, hein. Des fois, parfois en première S, c'est possible que ton prof, d'accord, étudie aussi d'autres types de suites, comme celle où, pour définir un terme, on a besoin en fait d'avoir la valeur des deux précédents. Pas juste d'un, mais des deux précédents. Comme si je disais par exemple UN plus 2 égale 2 fois UN plus 1 moins UN plus 3. Mais cette année, on s'intéresse d'accord, spécifiquement à ces deux types de suites. Et c'est le cas d'ailleurs aussi en terminale S. En terminale S, d'accord, on va s'intéresser à ce type de suite-là. Voilà, alors le chapitre des suites, c'est un chapitre super important, vraiment, c'est un des piliers aussi du programme, donc c'est vraiment, il faut vraiment bien le maîtriser pour comprendre ce qui se passe ensuite en terminale S, et normalement tu verras que en terminale S, bah, tu n'abordes pas beaucoup plus de choses, c'est pas vraiment, voilà, tu vas pousser un petit peu, mais tu verras que c'est pas énorme, d'accord? Vraiment, les principales notions sont acquises cette année.
Donc maintenant, donc je m'intéresse à ces deux types de suites-là. Et ce qui est vraiment intéressant dans ces types de suites, en fait, c'est que dans la première, donc ce qu'on appelle la suite explicite, on remarque, d'accord, que en fait, je pourrais très bien écrire UN égale f de n, d'accord. Alors, juste au passage aussi, une suite, d'accord, quand on écrit UN, comme ça, on aurait très bien pu aussi écrire, en fait, c'est une autre écriture de ça, quoi. Voilà, c'est une écriture de ça. C'est comme si U était une fonction, d'accord, et qu'on prenait l'image de n. Sauf que, par rapport à une fonction, par exemple, qui est définie sur R, ici, n va appartenir à l'ensemble des naturels. Ça veut dire qu'on va donner l'image des antinaturels seulement, d'accord, on va donner seulement les images des entiers naturels. Alors, ici, par exemple, je vais prendre un exemple. Si je reprends UN égale 2n plus 1, d'accord? On voit très bien, en fait, hein, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, tiens, bah, UN, en fait, je peux l'écrire finalement f de n, d'accord? Avec f, qui est la fonction qui à x associe 2x plus 1, d'accord? Donc, tu vois bien que, en fait, si je calcule f de n, j'obtiens 2n plus 1, d'accord? Mais f ici, donc c'est la fonction qui à x associe 2x plus 1, et je vais considérer les entiers seulement, d'accord? Voilà. Donc on appelle ça f la fonction associée à la suite un. La fonction associée à la suite un, d'accord? Imaginons qu'on a 1 ici, 2 ici, 3 ici. Concernant la représentation graphique, en fait la suite, elle va être comme ça. Donc la suite va être représentée par les petits points noirs là, d'accord? Etc., etc. Donc on s'aperçoit, alors imagine maintenant que j'enlève la ligne et je garde que les points, on s'aperçoit finalement que ma suite va évoluer comme ma fonction, d'accord? Donc là, grosse propriété à retenir, d'accord? Comme ma suite est explicite, en fait, un va varier comme la fonction. Donc finalement, quand on étudiera les sens de variation, bah, il y aura juste une chose à faire, c'est si ma suite est explicite, bah, voilà, je me dis, bah, je ne vais pas me casser la tête, d'accord? Lorsque ma suite est explicite, d'accord, eh bien, ma suite va varier comme la fonction associée. Retiens bien le principe, c'est que si ma suite est explicite, je n'aurai plus qu'à étudier le sens de variation de la fonction qui lui est associée, d'accord, pour pouvoir donner le sens de variation de la suite un. Ok? Maintenant, lorsque ma suite est définie par récurrence, attention, on a aussi une fonction associée, mais attention, d'accord, la suite ne va pas varier forcément comme la fonction associée. Imagine ici, j'aurais pu très bien écrire un plus 1 égale g de un, d'accord? Ok, un plus 1 égale g de un avec g qui est la fonction qui à x associe aussi 2x plus 1, d'accord? Je vois que j'ai un plus 1 égale g de un, d'accord? On appelle g la fonction associée à la suite un, ok? Là aussi, c'est pareil, sauf que je ne pourrais pas dire que u varie comme g. Ça, il faut bien faire attention, d'accord? Avant de revenir d'accord, à ces deux résultats, donc tu sais que moi j'embraye sur plein de choses en même temps, d'accord, mais finalement ça fait une belle synthèse. Euh, il faut savoir d'accord, que donc une suite, d'accord, bah, on s'intéresse énormément au sens de variation des suites. D'accord. Alors tu as des suites qui vont euh, évoluer comme ça. Donc par exemple, je vais prendre. Donc tu as des suites qui vont évoluer comme ça. Ok. Donc imaginons qu'on a un repère. Ok. Tu as des suites qui vont plutôt évoluer comme ça. D'accord. Donc dans le premier cas, ce que j'ai tracé en noir, ben, voilà, la suite a l'air croissante. Dans le deuxième cas, la suite a l'air plutôt décroissante. D'accord. Et tu as certaines suites en fait qu'on appelle alternées. Par exemple, tu vois, par exemple, qui vont faire par exemple comme ça, qui peuvent très bien faire un truc dans le style, tu vois. Voilà. On dit qu'elles sont alternées, donc ici on va pas parler de sens de variation, quoi. Tu vois, c'est voilà. Et puis tu peux l'avoir aussi d'une autre manière. Imagine les points bleus, là voilà, voilà, je pars de quelque chose et puis ça va plutôt se resserrer. Voilà, d'accord, autour d'une valeur. Ok, donc on appelle ça des suites qui sont alternées. D'accord, de manière générale, si on reste très général, d'accord, quand je veux étudier le sens de variation d'une suite, qu'elle soit explicite ou récurrente, je regarde en général un plus 1 moins un. Ok, je regarde quoi en fait de un plus 1 moins un? Je le calcule et je regarde le signe. Pourquoi? Parce que si un plus 1 moins un, par exemple, on prouve que c'est strictement positif à partir d'un certain rang. D'accord? Alors imagine que c'est strictement positif. Bah, ça veut dire quoi? Que un plus 1 est strictement supérieur à un.
D'accord? Donc si on a prouvé que un plus 1 était strictement supérieur à un à partir d'un certain rang, d'accord? Imagine à partir du rang 3, d'accord? Eh bien, on dira que ta suite, elle est strictement croissante à partir du rang 3. Si tu trouves que c'est supérieur ou égal à 0, d'accord? Ça nous fera ici du supérieur ou égal à un, eh bien, à partir de là, tu pourras donc déduire que ta suite, elle est croissante à partir d'un certain rang. D'accord? Effectivement, tu sais, c'est possible que ta suite, elle parte comme ça, au départ, et ensuite, elle monte, elle grimpe. D'accord? Donc, par exemple, ici, on va peut-être prouver, je sais pas, elle peut très bien être croissante à partir de ce rang-là, à partir du rang 3. D'accord? Mais ça s'étudie, d'accord, dans le cadre d'exercices. Ok? Et bien sûr, si tu prouves que un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, eh bien ici tu auras donc un plus 1 inférieur ou égal à un, et donc tu diras donc qu'elle est décroissante à partir d'un certain rang. Ok? Donc ça c'est la manière la plus générale. Mais on a vu que spécifiquement, pour la fonction qui est définie de manière explicite, d'accord, il n'y aura pas forcément besoin d'utiliser un plus 1 moins un, il suffira simplement d'étudier le sens de variation de la fonction qui lui est associée comme f ici, d'accord? Donc f ici est croissante, d'accord? Parce que c'est une fonction affine, donc je suis sûr et certain que ma suite, en fait, elle est croissante, ok? Maintenant, si on passe à la suite récurrente, c'est un petit peu différent, c'est un autre cas, d'accord? Alors, prenons en fait une fonction g qui est croissante, ok? Sur R, par exemple, sur un ensemble I, quoi, et je calcule U0 et U1, et je trouve par exemple que U0 est plus petit que U1. U0 et U1 font partie, bien sûr, de cet ensemble où G est croissante. D'accord? C'est ça qu'on considère. Si j'applique G, eh bien, on voit que ici, en fait, le signe ne change pas. C'est normal. Pourquoi il ne change pas? Parce que ma fonction est croissante, d'accord, sur l'intervalle sur lequel j'ai pris U0 et U1. Ok? Donc, elle est ici, d'accord, ici, le signe ne change pas. Ce qui veut dire que je me retrouve avec U1 qui est plus petit que U2. Ok? Parce que G de U0, c'est U1, et G de U1, c'est U2. Il faut que tu aies bien saisi comment on obtient à chaque fois les termes. D'accord? Je te rappelle que pour une suite récurrente, chaque terme, c'est l'image du précédent. D'accord? Par le biais d'une fonction qui lui est associée. Et ici, c'est la fonction G. Donc, il faut bien que tu comprennes comment est fait la suite. C'est pour ça qu'elles sont intéressantes. Si je continue mon travail, je vais obtenir, en appliquant G de chaque côté, je vais obtenir G de U1 qui est plus petit que G de U2, ce qui veut dire donc que U2 sera plus petit que U3, etc. Et tu vois bien que par itération successive, d'accord, si on continue comme ça, d'accord, eh bien, l'ordre ne va pas changer, ok? C'est pour ça en fait qu'on va considérer que pour n'importe quel n appartenant à n, on aura un plus petit que un plus 1, d'accord? Et on en déduira donc que notre suite, elle est croissante, d'accord, que un est croissante. Donc un croissante, ok. En fait, un est croissante et c'est pas seulement lié au fait que G est croissante. C'est parce qu'à la base, on avait U0 plus petit que U1, ok. Parce que imagine qu'on refait la même chose avec U0 plus grand que U1 cette fois-ci. D'accord? Si tu appliques exactement le même principe avec une fonction g qui est croissante, on aura un signe, ici, ce signe-là qui ne va pas changer. D'accord? L'ordre va être conservé. Par conséquent, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que g de u0 sera donc strictement plus grand que g de u1. D'accord? Et par conséquent, donc u1 qui va être plus grand que u2. Et si on continue comme ça, on va se retrouver avec U2 plus grand que U3, etc. En appliquant G à chaque fois, d'accord? On va se retrouver avec U2 strictement plus grand que U3, d'accord? Etc., etc., etc. Et par itération successive, on va obtenir, pour n'importe quel n appartenant à n, l'ordre ne va pas changer, on aura toujours un strictement plus grand que un plus 1. Et dans ce cas-là, on pourra donc dire que ma suite est décroissante, ok? Donc tu vois ici, la fonction qui lui est associée, elle est croissante, mais par contre, la suite, elle, est décroissante. Pourquoi? Parce qu'à la base, on a regardé deux termes et on a regardé l'ordre. D'accord? Voilà. Donc si U0 est plus grand que U1, avec une fonction g qui est croissante, alors UN sera décroissante. Ok? Euh, Juste un truc, c'est que la plupart du temps, hein, d'accord, g est toujours croissante. La fonction qui lui est associée, d'accord, généralement elle est croissante. C'est là que tu vas pouvoir parler de croissance ou de décroissance d'une suite. Parce que je t'explique, lorsque, prenons le cas maintenant où G est décroissante en fait. Imaginons qu'on a U0 plus petit que U1, d'accord? Donc, j'applique G de chaque côté. J'obtiens donc G de U0 qui devient plus grand que G de U1,
ok? Ce qui veut dire donc que U1 va être plus grand que U2, ok? J'applique G de chaque côté, je continue. Ben, le signe ici va changer, d'accord? L'ordre va être inversé puisque G est décroissante. Donc G de U1 devient plus petit que G de U2, donc on va obtenir U2 strictement plus petit que U3, d'accord? Puis on va obtenir U3 strictement plus grand que U4, d'accord? Donc on voit bien qu'à chaque fois, c'est alterné. Ben, on va obtenir ce qu'on appelle une suite alternée, d'accord? Et graphiquement parlant, voilà, ben, je t'ai montré tout à l'heure un petit peu, d'accord? On ne parlera pas de suite croissante ou décroissante, d'accord? Voilà. Et pareil si U1, et pareil si U0 est plus grand strictement que U1, d'accord? On aura le même délire. C'est bon? Donc généralement, ce cas-là n'est pas présenté. Voilà, ok? Mais c'est cette année, ça sera plutôt toujours avec des fonctions qui sont, une fonction qui lui est associée qui est strictement croissante. Et tu vas voir, en fait, généralement aussi dans les exercices, il y a plusieurs étapes, d'accord, qui te permettent d'arriver à déduire le sens de variation d'une suite, d'accord. Tu vas voir, c'est super sympa. Moi, je trouve, enfin, j'aime beaucoup les exercices sur les suites en première S, d'accord, surtout ceux de la fin, en fait, les plus intéressants finalement, qui sont quasiment des exercices de bac, alors que c'est super intéressant. Souvent, en fait, on va te faire utiliser une nouvelle suite, en fait, pour pouvoir déduire le sens de variation d'une certaine suite, d'accord, mais ça, on en reparle un peu plus tard dans le cadre des exercices. Donc là, on a parlé du sens de variation. Donc ce qui est à retenir, c'est quoi? C'est que de manière générale, je peux étudier un plus 1 moins un. Mais tu vois, si j'étudie un plus 1 moins un, par exemple, pour une suite récurrente, que si je fais un plus 1 moins un, ça va me donner 2 un plus 1 moins un, c'est-à-dire un plus 1. Et là, je ne sais pas si c'est positif ou négatif. D'accord? Donc, c'est pas comme ça qu'on va s'y prendre. Mais de manière générale, parfois c'est possible. Imagine que j'ai un plus 1 égale un plus 1. D'accord? Que j'ai pas le 2 devant ici. Bah, si je fais un plus 1 moins un, ça me donnait 1. Et donc je vais en déduire quoi? Que ma suite, en fait, elle est croissante, puisque j'aurai un plus 1 moins un qui est positif. Ok? Donc n'hésite pas à faire des pauses, hein, d'accord? Si ça va un petit peu trop vite, tu fais des pauses, tu réfléchis, d'accord? Tu remets en arrière, d'accord? Tu réécoutes bien ce qu'on est en train de dire, et si tu as un problème, tu poses une question en commentaire. Alors, de manière générale, on peut toujours étudier un plus 1 moins un, mais parfois, on aboutit au résultat, parfois non, d'accord? On vient de voir que pour les suites récurrentes, il faut avoir ce schéma en tête qui n'est pas toujours présenté en première S. Voilà, moi je le présente à mes élèves, mais je sais que ce n'est pas présenté partout, donc ça va dépendre de l'exercice et des questions qui seront posées, d'accord? Donc on y reviendra dans le cadre d'exercice. Mais par contre, concernant les suites définies de manière explicite, alors là, d'accord, soit on étudie un plus 1 moins un parce que c'est simple, parce que c'est facile, d'accord? Soit parfois c'est un peu plus compliqué, comme ici par exemple. Donc dans ce cas-là, on ne se casse pas la tête, on étudie le sens de variation de la fonction associée. Par exemple, la fonction associée pour Vn, c'est la fonction qui à x associe x carré plus 3x moins 1. D'où, avec certaines fonctions associées qui sont un peu plus complexes, l'importance d'avoir étudié de savoir étudier le sens de variation des fonctions à partir des dérivées. Donc c'est pour ça que moi je fais quand même toujours les suites après les dérivées. D'accord? Ça permet quand même aux élèves de faire beaucoup plus de choses, surtout concernant les variations. Cela dit, on peut étudier une partie des suites avant d'avoir fait les dérivées. D'accord? Donc maintenant, on va passer à des types de suites voilà, qui sont aussi particulières, d'accord, et on s'intéresse nous aux suites particulières, d'accord, qui sont les suites arithmétiques et géométriques. Alors les suites arithmétiques et géométriques, donc, c'est deux styles de suites qui sont vraiment intéressantes, puisqu'elles peuvent s'écrire de manière explicite, mais elles peuvent aussi s'écrire de manière récurrente, d'accord? Donc on va faire le point sur ces deux styles de suites. Alors, il y a ce qu'on appelle les suites arithmétiques, d'accord? Alors je vais les appeler SA, et les suites géométriques que je vais appeler SG. La suite arithmétique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de passer, en fait, on passe d'un terme à l'autre en ajoutant toujours le même terme. Toujours, toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps le même terme, d'accord? Donc par exemple, si, et on appelle ça, le nombre qu'on va ajouter, ou qu'on va soustraire d'ailleurs, d'accord? On l'appelle la raison, d'accord? Alors imaginons, moi j'ai une suite qui démarre à U0 égale 1, et puis je prends une raison, d'accord, qui vaut 3, d'accord? Ben, U1 va être égal à 1 plus 3, c'est-à-dire 4. Ok? U2 va être égal à 4 plus 3, c'est-à-dire 7.
Tu vois, à chaque fois en fait, à chaque fois, on va ajouter le même nombre. Ok? Et donc c'est intéressant puisque on va pouvoir donner en fait des résultats, d'accord, calculer des termes, voilà, alors qu'on n'a pas le précédent, et on va voir qu'on peut la définir de deux manières. Donc, si je la définis, je veux dire de la manière qui viendrait, entre guillemets, pour moi en tout cas, celle qui me vient le plus, tout de suite à l'esprit, c'est de dire, voilà, bah, une suite arithmétique, je vais définir le premier terme, je suis obligé, d'accord, parce qu'une raison ne va pas suffire, ça ne suffit pas de donner une raison, d'accord, il faut aussi définir le premier terme. Ah, je définis U0, je donne une valeur, et après je dis que chaque terme vaut le précédent plus la raison. Voilà, tout simplement, ok? Ça marche? Du coup, en fait, pour voir si une suite est arithmétique, des fois on va te dire est-ce qu'une suite est arithmétique? Alors là, tu as deux cas. Bah, soit elle l'est, soit elle ne l'est pas. D'accord? Toi, tu vas observer en fait les premiers termes. Tu vas regarder les premiers termes et tu vas voir est-ce qu'elle a une tête de suite arithmétique ou pas? D'accord? Si tu penses qu'elle a une tête de suite arithmétique, comme c'est le cas ici, d'accord, tu conjectures, tu dis bon, bah, elle a l'air arithmétique, mais il faut le prouver. Bah, ce que tu vas faire, tu vas tout simplement calculer la différence entre un plus 1 et un. Ok? Tu vas faire un plus 1 moins un, ok, et tu vas t'intéresser au résultat. Si ce résultat, il est fixe, d'accord, qui vaut quelque chose, d'accord, voilà, un nombre fixe, bah, tu es sûr que c'est une suite arithmétique et la raison sera R. Ok. Si maintenant tu tombes sur quelque chose qui va dépendre de n, par exemple, style 2n, 3n, 5n, je sais pas moi, d'accord, 5n plus 1, d'accord, et bien là, tu vas pouvoir déduire que ce n'est pas une suite arithmétique, puisque ça va varier en fonction de n. Donc après, quand tu vois qu'elle n'a pas l'air, par exemple, arithmétique, ce que tu peux faire, c'est tout simplement dire, tiens, bah, je calcule U2 moins U1, et je montre que ça, bah, c'est différent de U1 moins U0, d'accord? Étant donné que U2 moins U1 sera différent de U1 moins U0, d'accord? Si tu montres que U2 moins U1 est différent de U1 moins U0, eh ben là, tu en déduis que la suite, elle n'est pas arithmétique, évidemment. Tu vois qu'ici, quand la suite est arithmétique, on obtient un truc du style un plus 1 moins un égale r. Si tu as retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, d'accord, quand on veut étudier le sens de variation d'une suite, généralement on peut toujours étudier, voir un petit peu ce que ça donne, un plus 1 moins un. On a dit si un plus 1 moins un est positif, ben ma suite elle va être croissante. Si un plus 1 moins un est négatif, ben ma suite va être décroissante. Donc ici pour une suite arithmétique, quand tu sais qu'elle est arithmétique, un plus 1 moins un, c'est égal à r. D'accord? Donc si ce r il est positif, ben, ma suite sera croissante. Si ce r est négatif, ma suite sera décroissante. Tout simplement, d'accord? Ça, c'est vraiment pas compliqué. Ce genre de suite, la suite arithmétique, elle se définit aussi bien par récurrence que de manière explicite. D'accord? Et donc, parmi les formules qu'il y a à retenir, c'est que un vaut u0 plus n fois r. D'accord? Donc, U0, bah, ça représente une valeur, c'est une valeur, et la raison aussi. Ok? Ce qui veut dire que tu vas te retrouver finalement avec une expression qui va dépendre de n. D'accord? Et par conséquent, bah, tu auras donc défini un de manière explicite. Ok? Donc si U0 égale 2 et que R égale 3, bah, UN sera égal à 2 plus 3n. Ok, donc tu auras défini une suite de manière explicite. Ok, et de manière générale, des fois on ne va pas te donner U0, on va te donner U1, on va te donner U2. Donc il va falloir s'adapter. UN en fait est égal à UP plus N-P fois la raison. D'accord? C'est-à-dire en fait, si par exemple je te dis tiens, bah, moi dans l'exercice je te donne que U1, que vaut UN, et, bien, et la raison bien sûr, d'accord? Imagine que je te dis tiens, U1 égale 3, puis la raison c'est moins 4. Ok? C'est-à-dire que je vais enlever 4 à chaque fois. Eh ben, on y va, hein. UN va être égal à quoi? U1, puisque moi je dispose que de U1, UN égale U1 plus, on a dit quoi? N moins P, donc n-1 fois la raison qui vaut moins 4. Ok? En fait, ça va te servir quand on va te donner aussi, parfois on va te donner peut-être une valeur, d'accord? Je sais pas, moi ça peut être U3, et puis ça peut être une valeur de voilà, U18 par exemple, et on va te dire, bah, tiens, voilà la valeur de U3, voilà la valeur de U18, et ben, détermine-moi la raison. Bah, c'est cette formule qu'il faudra exprimer, d'accord? Puisque tu sais que U3 par exemple va être égal à U18,
plus 3 moins 18 fois la raison. Et là, tu détermines ta raison. OK? Et pour terminer, en fait, sur les suites arithmétiques, ce qu'il faut bien retenir, en fait, c'est quoi? C'est la somme. D'accord? Si je sais donc que j'ai une somme qui est égale à U0 plus U1 jusqu'à UN, eh bien, en sachant bien sûr que UN est une suite arithmétique, ok, eh ben, tout ça, ça va être égal, on a dit, à la moyenne des termes extrêmes, c'est-à-dire U0 plus UN divisé par 2, multiplié par le nombre de termes. D'accord? Donc, U0 plus UN divisé par 2, d'accord, on fait une moyenne, et on multiplie par le nombre de termes. Et le nombre de termes ici, ben, j'en ai n plus 1. D'accord? Après, il faut que tu saches compter combien il y a de termes. Si je m'arrête ici à n et que j'ai démarré à 0, alors généralement tu fais comme ça, tu fais n moins 0 et tu ajoutes 1. Ok? Et après, j'en ai une qui est un peu particulière. Ok? Elle est à retenir parce que normalement, aujourd'hui, en fait, souvent ce qui est à la mode, c'est de résoudre, donc de savoir calculer les sommes à partir de cette formule-là. Donc je te la donne quand même, d'accord? On peut la prouver, mais il faut la connaître. C'est que si S', par exemple, égale 1 plus 2 plus 3, d'accord, jusqu'à n, d'accord, n qui est un entier appartenant à n, et bien ici, cette somme-là, d'accord, va être égale à n facteur de n plus 1 divisé par 2. Donc ça, c'est un résultat à connaître par cœur, point barre. Il faut que tu le connaisses. C'est la somme des termes d'une suite arithmétique, de premier terme 1 et de raison 1 aussi. Le deuxième terme, c'est 2, le troisième terme, c'est 3, etc. Donc en fait, on a posé une raison ici qui vaut 1, puisqu'on passe à chaque fois d'un terme à l'autre en ajoutant 1, et mon premier terme, c'est 1. Ok? Donc c'est à connaître. Par exemple, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 10 000, ça va être égal à 10 000 fois 10 001 divisé par 2, tout simplement. Ok? Donc ça, c'est pour les suites arithmétiques. Ce tableau-là, il faut savoir le refaire facilement, hein. Je veux dire, ça, c'est des résultats, même si tu les rentres à la calculatrice, d'accord, ce sont des résultats qui, c'est super important de les connaître, de savoir les remettre en place en 2-2, quoi, d'accord? La suite géométrique. Alors la suite géométrique, c'est un petit peu différent, d'accord? En fait, on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Par exemple, si je dis U0 égale 1, et je dis que ma raison c'est 3, ok? Eh ben, U1 va être égal à 3 fois 1, c'est-à-dire 3. U2, c'est égal à 3 fois 3, c'est-à-dire 9. U3, c'est égal à 27, etc. Donc tu vois que ça peut grandir très vite. Ok? Donc ma raison ici, elle vaut 3 et mon premier terme vaut 1. Ok? Et on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est de poser U0 en fait pour une suite géométrique. Chaque terme vaut le précédent multiplié par un nombre qu'on appelle la raison et qui est généralement appelé Q, d'accord, pour une suite géométrique et R pour une suite arithmétique. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il en est maintenant? Comment je fais pour savoir si ma suite est géométrique? Alors, ce que je fais, d'abord, je conjecture, je regarde les premiers termes, je vois est-ce que pour passer de l'un à l'autre, je multiplie toujours par la même valeur ou pas. Si tu vois qu'en fait, pour passer d'un terme à l'autre, tu prends trois termes, et tu vois que toi, en fait, pour passer d'un terme à l'autre, bah, tu n'utilises pas à chaque fois les mêmes valeurs, d'accord? Une fois tu multiplies par 3, la deuxième fois tu multiplies par 4, donc cette suite, elle n'est pas géométrique, hein, on est d'accord? Donc ce que tu fais, d'accord, à condition bien sûr que les termes ne soient pas égaux à 0, tu calcules les quotients U2 sur U1 et tu montres que U2 sur U1 par exemple est différent de U3 sur U2. Puisque c'est différent, ça veut dire que pour passer de U1 à U2 et de U2 à U3, on n'utilise pas les mêmes nombres, on ne multiplie pas par les mêmes nombres. Donc ça voudra dire clairement que cette suite n'est pas géométrique. Maintenant, fais bien attention à ce point-là. D'accord? Si tu sens que ta suite est géométrique, si tu vois que les premiers termes, en tout cas, elles paraissent géométriques, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas prendre juste un exemple et montrer que U2 sur U1 égale U3 sur U2, puis conclure et dire ouais, c'est une suite géométrique. Tout ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est si c'est différent, les quotients sont différents, tu peux dire bah, c'est pas une suite géométrique, alors c'est sûr. D'accord? Mais par contre, si elle semble être une suite géométrique, là, va falloir que tu étudies, d'accord? Comme pour ici, d'accord? La même chose, il faut que tu étudies dans le cas général. D'accord? Alors, je ne préconise pas d'étudier UN plus 1 sur UN, d'accord? Parce que ce qui se passait à une certaine époque, c'était on étudie UN plus 1 sur UN, d'accord? Et on regarde si en fait UN plus 1 sur UN est toujours égal à la même valeur, d'accord? Est-ce que c'est égal à une valeur qui dépend de N ou pas? C'est ça qu'on regardait. Moi, je ne le préconise pas, pourquoi? La raison, elle est simple,
c'est que si vous calculez un plus 1 sur un, eh bien il faut avoir spécifié avant que un est différent de 0, donc il faut le savoir, d'accord? Donc si on te le dit dans l'énoncé, on te dit, t'inquiète, je te le dis, un est différent de 0, d'accord? L'auteur l'a posé comme ça, un est différent de 0, d'accord? Il te dit, tu le prends, point barre. Bon ben ok, il te dit un est différent de 0, dans ce cas-là, je peux calculer un plus 1 sur un si je sais que un est différent de 0, parce que là ici, moi je dis n appartient à n, d'accord? Donc ça peut être pour n'importe quel n, ok? Donc je calcule un plus 1 sur un, je regarde en fait ce que ça fait, et il y a deux cas, soit c'est égal à une valeur q, d'accord, qui est toujours la même, d'accord, donc c'est égal à une expression qui ne dépend pas de n, donc c'est égal à une constante q, d'accord, et dans ce cas-là, ben, je vais pouvoir en déduire que ma suite, ben, c'est bien une suite géométrique, ok, qui aura pour raison q, soit ben, je trouve en fait que ça dépend de n, donc j'ai plus une constante, mais quelque chose qui va dépendre de n, et dans ce cas-là, ce n'est pas une suite géométrique. On est bien d'accord, voilà. Donc, mais par contre, il faudra préciser au préalable que un est différent de 0. Alors je t'explique, moi ce que je faisais faire en fait, c'est que je disais aux élèves, bon, écoute, à ton niveau, tu ne sais pas prouver que un est différent de 0. Chose que normalement tu sauras faire en terminale S grâce à ce que l'on appelle le raisonnement par récurrence. Mais par exemple, voilà, si ta suite c'est 2 puissance n, bah, bon, 2 puissance n c'est bon, d'accord, tu vois bien que 2 puissance n ça s'annule jamais, quoi. Donc en fait, on peut dire directement, ben voilà, un est différent de 0. Mais je suis tombé sur des profs, en fait, puisqu'il y a quand même des contrôles communs, etc., qui disaient, ah non, 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 c'est pas comme ça, il faut prouver que un est différent de 0. Cette méthode-là, souvent, a été mise de côté, parce que si tu mets un est différent de 0, ben, il se peut que quelqu'un te dise, hop là, prouve-le. Moi, je l'ai accepté sans problème, à partir du moment où les élèves me disaient un est différent de 0, parce que ça se voit, c'est clair, c'est net, c'est précis, d'accord, ils calculent un plus 1 sur un, et ils appliquent ce qu'on vient de dire. Maintenant, si vous voulez passer partout, ok, eh bien, vous allez plutôt calculer un plus 1, d'accord? Et si vous avez remarqué qu'elle semblait bien être géométrique, vous allez vous débrouiller pour arriver à avoir quelque chose du style un plus 1 égale quelque chose fois un, d'accord? Et ce quelque chose devra être une constante. Si vous arrivez à montrer que un plus 1 égale quelque chose fois un, dans ce cas-là, vous aurez donc prouvé que, que la suite, en fait, elle est géométrique de raison Q. Ok, voilà, donc moi je préconise cette méthode-là, de partir de un plus 1 et d'arriver à montrer que c'est égal à quelque chose, constant, multiplié par un. Ok, faites bien attention. Par contre, en terminale S, une fois qu'on a prouvé en fait que un est différent de 0, bah, c'est bon, hein. On peut voir l'expression de un plus 1 sur un et voir si c'est égal à une constante ou pas. Voilà. Et après, comme pour les suites arithmétiques, on a diverses règles. Donc on a dit que ces suites arithmétiques et géométriques, elles peuvent être définies, donc s'écrire et être définies par récurrence, mais aussi de manière explicite. D'accord? Et effectivement, un, en fait, c'est égal à u0 multiplié par q puissance n. D'accord? Si un donc, est de raison q et de premier terme u0, on a toujours un égale u0 fois q puissance n. En revanche, des fois, comme pour les suites arithmétiques, on ne va pas forcément te donner U0, on va peut-être te donner U1, U2, U3, d'accord? Et dans ce cas-là, il faudra s'adapter. Et dans ce cas-là, UN en fait, c'est égal à UP fois Q puissance N moins P, d'accord? Donc tu peux remplacer P par 2, par 3, par 4. Eh bien ici, tu verras que par exemple UN, c'est égal à, je sais pas moi, U2 multiplié par Q à la puissance N moins 2 par exemple, d'accord? Je remplace le P qui est ici et le P qui est ici par 2. Ok? Tout dépend en fait le terme qu'on va te donner. Ben là, tu vois qu'on a exprimé les choses de manière explicite. D'accord? Imagine que je te dis, ouais, mon premier terme c'est 2, voilà, et puis ma raison c'est 3. Et ben dans ce cas-là, tu vas écrire que un en fait c'est égal à quoi? C'est égal à 2 multiplié par 3 à la puissance n. D'accord? On a bien défini une suite de manière explicite, puisqu'on peut calculer n'importe quel terme. On n'a pas besoin du précédent. Ok? Voilà ici, et il nous reste à voir les sommes, d'accord? Alors la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q, donc tout ça c'est égal à U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Alors pour t'aider à t'en souvenir un petit peu, sache une chose en fait, c'est que ça représente toujours le premier terme, d'accord? Et ça représente le nombre de termes de ta somme, ok?
Donc tu vois qu'ici, il y en a n plus 1, d'accord? Pourquoi il y en a n plus 1? On l'a dit, hein, tu fais n moins 0 plus 1, ok? Sinon tu te dis, bah écoute, voilà, de U1 à UN, ben, j'en ai n, et il ne faut pas oublier le terme U0, donc ça me fait n plus 1 terme. Donc tu retiens comme ça. Et bien sûr, Q c'est la raison, hein, bien sûr, ok? Donc ça on le verra dans des exemples aussi. Autre chose, si j'écris S' égale 1 plus Q au carré, plus Q puissance 3, plus Q puissance n, d'accord? Cette somme-là, d'accord, 1 plus Q au carré, plus Q puissance 3 jusqu'à Q puissance n, ça vaut 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. C'est un cas particulier à retenir. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut retenir sur les suites. D'accord? C'est assez long le rappel de cours, mais franchement, tu as tout ça à retenir si tu veux arriver à faire quelque chose sur les suites. Voilà, allez, c'est parti pour les exos. D'ailleurs, j'ai mis la dose au niveau des exos, donc va falloir t'accrocher un petit peu. C'est parti.